Monsieur Cespedes, vous venez d'intervenir sur le congrès national de la FNADIR auprès des directeurs de CFA. Le thème est le CFA dont on rêve. Quel lien vous pouvez faire entre apprentissage et rêve? Le rêve, pour moi, est la grande boussole de l'apprentissage, ce qui permet de montrer un cap, d'avoir une vision d'épanouissement à très long terme. Le rêve, c'est aussi ce que veulent les jeunes. Les jeunes ne veulent pas simplement un salaire, ils veulent aussi avoir du sens et s'engager dans une voie de sens. Et le sens ne peut être esquissé que par un horizon. Je parlais vraiment de cette notion d'horizon pédagogique, c'est-à-dire tu vas avoir telle et telle formation, telle et telle compétence, tel et tel métier, mais tout ça, ça doit s'organiser vers une image de toi où tu serais épanoui et où tu dirais oui, j'ai ma place, oui, je peux être reconnu par la société. Et ça, c'est un rêve. Donc il est très important de cultiver à la fois la machine à accomplir ses rêves, donc avoir des formations et des compétences acquises, une maturité comportementale qui permet aussi d'être responsable de ses actes et de ses paroles, mais il est aussi très important de cultiver cette idée qu'il y a un progrès continu vers quelque chose. Et le rêve, c'est ce quelque chose-là que l'on vise indéfiniment. J'aime beaucoup cette définition de l'horizon que donnait un philosophe allemand, Edmund Husserl. Husserl disait « L'horizon, c'est le mode de présence d'une absence. C'est la façon qu'a une absence de se manifester à nous. » Eh bien, le rêve, c'est ça. C'est très important de pouvoir conjuguer la pratique pédagogique, le fait d'enseigner, le fait d'apprendre, au rêve. C'est-à-dire à des choses qui nous passionnent, des choses qui nous montrent comment ce que j'apprends va pouvoir être traduit dans une personnalité, dans des aptitudes, mais aussi dans des attitudes et des comportements et des savoir-être. Donc, on ne peut pas apprendre sans se mettre à rêver. Et le véritable bon apprentissage, c'est celui qui donne des compétences, mais donne aussi du désir, de la passion, de l'enthousiasme, une gourmandise d'avenir. Ça voudrait dire que la passion n'est pas un ennemi, mais un allié pour l'apprentissage? La passion est le grand allié de l'apprentissage, pas une passion brouillonne qui laisserait la place à la colère, à la haine, au mépris, et il s'agit encore de passion, mais une passion de l'autre. Celui qui apprend à quelqu'un doit connaître cette personne, entrer un peu dans sa psychologie et entrer un peu dans son cœur. Je crois, moi, à l'amitié dans l'acte de pédagogie. Il y a une forme d'amitié, j'appelle ça une forme de complicité qui se noue. Et les grands professeurs que vous avez eus étaient des individus passionnés avec lesquels vous avez rêvé d'être complices un tout petit peu. On est complice de ceux qui nous apprennent des choses qui nous agrandissent. On est complice de ceux qui nous transmettent des comportements où on se dit par leur exemplarité, ils me donnent des leçons de tenue et des leçons d'attitude et de courage. Et donc forcément la passion c'est le moteur numéro 1 et il faudrait qu'on réfléchisse à un recrutement en fonction de la capacité qu'ont des individus à se passionner pour des matières et à transmettre leur passion. Aujourd'hui, hélas, la plupart des recrutements cantonnent la passion à la dernière ligne du CV et font des compétences, je dirais, calculées, opérationnelles, l'alpha et l'oméga du recrutement. Et je pense qu'il va falloir, peut-être aidé par des sciences humaines, essayer de quantifier la passion et de montrer comment, dans l'acte pédagogique, on peut déclencher la passion, susciter du rêve, susciter de l'envie. Et alors, est-ce que vous pensez que nos apprentis qui ont une vie d'entreprise aussi, une vie de professionnel, du coup, ça fait une chance dans l'apprentissage ou... À chaque fois qu'il y a apprentissage, il y a ouverture à d'autres possibles. Donc il y a forcément ouverture à des possibilités de vie, des scénarios de vie alternatifs. Tout apprentissage ouvre une sorte de bouquet, une arborescence de possibilités. Et le but de la vie, c'est quoi? C'est d'avoir un chemin unique et d'être borné avec un seul point de lumière au fond du tunnel en guise d'avenir? Ou est-ce que c'est au contraire d'avoir une ouverture des possibilités et en fonction des rencontres, en fonction des envies, des désirs, en fonction des grands événements de la vie, avoir un enfant, être amoureux, s'épanouir. En fonction de ça, on choisit le chemin dans le dédale de l'existence. Donc si on conçoit l'existence non pas comme une route rectiligne, mais comme une arborescence, comme un dédale, forcément ce qui va nous permettre de nous guider, c'est la passion et l'apprentissage. Nous foisonnons et nous tâtonnons dans l'apprentissage. Rien n'est rectiligne. Et tout ce qui veut nous faire croire que la vie est rectiligne, on n'est plus dans l'apprentissage, on est dans le dogme et on est dans l'endoctrinement. La différence entre l'endoctrinement ou l'embrigadement mental et l'apprentissage, c'est que dans l'endoctrinement, on a une voie unique et on est vexé et méchant avec ceux qui prennent des écarts. Et dans l'apprentissage, on a une ouverture, une démultiplication des voies. Et dans cette diversité foisonnante des possibles, on essaye de faire son chemin avec tout ce qu'on a pu glaner,
comme connaissance, comme compétence et comme savoir-vivre. Pour finir, si vous aviez un petit conseil à nous, directeurs, un seul conseil pour nous mettre sur cette voie, quel serait-il ? Il faut oser prendre du temps, bien sûr, avec les apprentis, mais prendre du temps avec les formateurs. Faire des réunions sans thème. Faire des réunions où on pourrait, par des jeux à inventer, essayer de se comprendre les uns les autres de façon à nouer quelque chose qui est extrêmement précieux dans les apprentissages futurs, la concorde entre formateurs, le bien vivre, le bonheur de travailler ensemble et d'être dans le même bateau. Finalement, il faut que vous développiez, à mon avis, c'est le conseil que je vous donnerais, la complicité des formateurs, la complicité des équipes. Et ça, c'est très important parce que des équipes complices, ça va autoriser chacun à prendre des responsabilités en termes d'innovation et ensuite à pouvoir partager les dernières trouvailles pédagogiques qu'il a eues, les dernières idées, et donc se passionner de son métier, et comme ça, dans une spirale vertueuse, montrer que tout ça c'est plastique, ça s'adapte aux êtres uniques et singuliers qu'on a en face de nous, et ça s'adapte autant à la formation, au marché de l'emploi. Tout ça, ça nécessite de démultiplier les innovations, les expérimentations et le partage des innovations et des expérimentations. Ce partage-là n'existe pas lorsque tout le monde est reclus dans son ego et empêche finalement aux belles trouvailles et à la poésie du travail de faire synergie. Merci beaucoup. Merci.